That's good. Cela m'a pris moins d'une minute pour récupérer des informations importantes sur l'ensemble des équipements de notre infrastructure Cisco SD-WAN, des informations à jour, et de les envoyer aux ingénieurs Cisco Sales. Dans cette vidéo, j'explique dans les détails comment j'ai procédé pour automatiser toute une infrastructure avec Python. On va travailler avec le sandbox de Cisco que vous pouvez retrouver à l'adresse developer.cisco.com et qui va nous permettre d'avoir notre infrastructure SD-WAN spécialement conçue pour l'automation avec Python. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, on a 5 routeurs SD-WAN Edge de type C-Edge et V-Edge. Alors les C-Edge, c'est des routeurs Cisco sur lesquels on a installé l'image SD-WAN. Alors que les V-Edge, c'est des routeurs qui ont été conçus spécialement pour fonctionner dans l'environnement SD-WAN. C'est des routeurs Viptela Edge. Au niveau de l'architecture, on a en tout 4 sites. Au niveau du site 1, on a un C-Edge derrière lequel sont rattachés 2 serveurs et un générateur de trafic. La même configuration se retrouve au niveau du site 2. Par contre, au niveau du site 3, on a un Viptela Edge. Et enfin, au niveau du data center, on a 2 C-Edge pour la redondance. Et derrière lequel sont rattachés, bien sûr, nos contrôleurs. On a le vManage pour tout ce qui est tâches de management. Le vSmart pour tout ce qui est routage, pour tout ce qui est gestion des policies. Et on a le vBond qui se trouve au niveau de l'orchestration plane et assure l'authentification des devices. Et finalement, au niveau de la connectivité WAN, excepté le site 3 qui n'a qu'une seule connectivité WAN de type privé, tous les autres sites ont une double connectivité, une connectivité vers le réseau public d'Internet et une connectivité vers le réseau WAN privé. Alors le réseau WAN privé, on peut supposer par exemple que c'est du MPLS. Alors on va se rendre au niveau du vManage. Je vais saisir HTTPS 10.10.20.90. Ensuite, je vais saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et voilà, on est au niveau du dashboard du vManage. On a un vSmart, 4 WAN Edge, un vBond et un vManage bien sûr. L'objectif global, c'est d'utiliser Python pour interroger l'API du vManage. On va lui demander la liste des devices dont il a connaissance. Ensuite, le vManage va nous retourner ces informations sous format JSON. On va créer un fichier Excel à partir des informations qui nous ont été retournées. Et finalement, on va partager ces informations avec les membres de notre équipe. Alors, ça peut être l'équipe réseau, ça peut être l'équipe Cisco Sales par exemple. Et on va faire ce partage-là en attaquant l'API de Cisco Webex. L'API du vManage est de type RESTful API. Alors REST pour Representational State Transfer. REST en soi n'est pas un protocole, c'est une méthodologie, un ensemble de contraintes à utiliser pour définir un service web. Et parmi ces contraintes, on peut citer en premier lieu le fait de définir une architecture client-serveur. On a un client, dans notre cas ça sera Python, qui va émettre des requêtes au niveau du serveur, c'est-à-dire le vManage, et au niveau du serveur, on va retrouver une ou plusieurs ressources à interroger. La deuxième contrainte consiste à définir une interface uniforme. Une interface est uniforme lorsqu'il y a déjà en premier lieu une identification des ressources. Et les ressources sont identifiées par 3 critères. L'URI, c'est-à-dire l'URL à utiliser pour pouvoir accéder à la ressource. Le format des données qui sera retourné par la ressource en question, ça peut être du XML, ça peut être du JSON, mais aussi le protocole qui sera utilisé par le client pour pouvoir interroger la ressource. Ça peut être par exemple pour le protocole HTTP, une requête GET. En second lieu, pour qu'une interface soit uniforme, il faut qu'il y ait la manipulation des ressources grâce à une représentation qu'on a reçue.
Supposons qu'un client fait une première requête au niveau d'une ressource pour obtenir un token. Une fois le token retourné par la ressource, le client a maintenant les autorisations nécessaires pour pouvoir faire une seconde requête afin de créer ou bien de modifier un objet au niveau de la ressource. Et on va le voir tout à l'heure, c'est exactement ce que notre code Python va faire. En troisième lieu, pour qu'une interface soit uniforme, il faut que tous les messages échangés contiennent toutes les informations nécessaires pour être traités. On parle alors de messages autodescriptifs. Par exemple, lorsqu'on ouvre notre navigateur pour nous rendre à l'adresse www.google.com, on est en train d'envoyer comme message une requête HTTP GET vers la ressource qui se trouve au niveau du chemin slash, c'est-à-dire la racine du serveur qui se trouve à l'adresse www.google.com. Le serveur en question a toutes les informations nécessaires pour savoir qu'il faut retourner une page HTML. Et bien sûr, vous l'aurez deviné, la réponse du serveur va respecter les mêmes règles. Ça sera un message dont le corps va contenir du code HTML. Et en en-tête, on aura le champ Content Type avec la valeur text/HTML. Ceci va permettre à notre navigateur de savoir qu'il va effectivement recevoir du code HTML et ainsi pouvoir l'afficher correctement. La quatrième et dernière contrainte qu'on peut utiliser pour définir une interface uniforme est ATOS ou Hypermedia as the Engine of Application State. Lorsque je fais une requête API vers un serveur, le serveur va me retourner une liste de liens hypertextes me permettant de savoir quelles autres ressources au niveau du serveur je peux accéder. Et la liste retournée est étroitement liée à l'état de l'application à un moment donné. On va voir ça de plus près. Par exemple, lorsque je fais une requête HTTP GET au niveau des serveurs de ma banque en spécifiant le numéro de mon compte, le serveur va me répondre en XML en spécifiant le solde de mon compte et un ensemble de liens hypertextes. Ces liens hypertextes vont pointer vers des ressources et ces ressources vont me permettre de faire du dépôt, du retrait, du transfert ou bien de clôturer mon compte. C'est l'état actuel de l'application lorsque mon compte a un solde de $100. Par contre, si mon compte est à moins $25, l'état de l'application a changé et je n'ai reçu qu'un seul lien hypertexte. Ce lien va me permettre de faire que du dépôt. Troisième contrainte qui permet à un API d'être considéré comme étant un RESTful API, il faut qu'elle soit sans état. Lorsqu'on prend l'exemple de l'authentification, le serveur ne doit enregistrer aucune information d'authentification liée au client. Toutes les requêtes des clients doivent être considérées comme étant de nouvelles requêtes. De ce fait, le client doit obligatoirement intégrer les informations d'authentification au niveau de ses requêtes pour avoir les permissions d'accéder aux ressources du serveur. Et on va voir ça lorsqu'on va commencer à coder. La quatrième contrainte consiste à mettre en cache certaines informations. Alors le serveur peut indiquer lors de ses réponses les informations qui peuvent être mises en cache par le client. Et ceci va permettre de diminuer les requêtes du client vers l'API et en gros soulager le serveur. Et enfin, la dernière contrainte consiste à fournir un système à plusieurs niveaux ou bien un service distribué. On peut avoir en premier niveau un serveur d'API qui sera chargé de réceptionner les requêtes des clients. En second niveau, on peut avoir un serveur d'authentification, par exemple sur AWS. On peut avoir Amazon Cognito ou bien Active Directory. Les requêtes des clients peuvent aussi être aiguillées depuis le serveur d'API vers une fonction lambda. À partir d'une fonction lambda, ils peuvent être aiguillés vers un serveur de stockage comme Amazon S3. On parle alors de système à plusieurs niveaux. Il existe une contrainte optionnelle, c'est le fait de pouvoir retourner du code exécutable au client. On peut prendre l'exemple d'un navigateur qui essaie de visiter un site web qui propose des vidéos en Flash Player. Alors le site web peut retourner du code exécutable au navigateur pour lui permettre d'installer Flash Player. Alors on est bien d'accord que la meilleure des API, c'est celle qui respecte toutes les contraintes qui ont été citées dans cette vidéo. Mais néanmoins, un API peut être considéré comme étant un RESTful API si elle n'enfreint que maximum 2 ou 3 de ces contraintes. Maintenant qu'on connaît dans la globalité comment fonctionne un RESTful API, il est temps de passer au fonctionnement de notre code Python. La première étape consiste à s'authentifier auprès du vManage. Pour ce faire, notre code Python va émettre une requête HTTP POST à l'API d'authentification du vManage qui va se trouver à l'adresse IP du vManage suivi du numéro de port 8443 et au niveau de la ressource JSecurityCheck. Alors le corps du message va contenir du JSON avec les paires de clés valeurs suivantes, JUsername qui va contenir le nom d'utilisateur qu'on va utiliser et JPassword qui va contenir le mot de passe. Si l'authentification s'est bien passée au niveau du vManage, il va nous retourner en en-tête un cookie nommé JSessionID qu'on va utiliser pour nos prochaines requêtes. La deuxième étape consiste à faire une requête API de type HTTP GET au niveau de la ressource /client/token en spécifiant comme en-tête le cookie qu'on a récupéré précédemment.
Et si la requête s'est bien passée, le vManage va nous retourner un token et on va utiliser ce token pour avoir les permissions nécessaires pour récupérer la liste des devices au niveau du vManage. Pour récupérer la liste des devices, notre code Python va faire une requête HTTP GET au niveau de la ressource /dataservice/device. On va spécifier en en-tête le token qu'on a récupéré précédemment. Alors le nom du token est assez particulier, il va s'appeler XSRF token. Le vManage va réceptionner la requête, va vérifier si le token est toujours valide et si tout est OK, alors il va nous retourner la liste des devices en format JSON. Le code Python qu'on va écrire va prendre la réponse en JSON et va le convertir en un fichier Excel avec comme en tête le système IP, le site ID, le device model ou bien le type de device, l'état du device et bien sûr le numéro de série. Alors, les informations contenues dans la réponse JSON ne sont pas limitées qu'à ces champs, c'est juste un choix personnel. Il y a beaucoup plus d'informations au niveau de la réponse JSON. Alors, pour rappel, au niveau du système IP, les adresses IP renseignées ne sont pas des adresses IP qui sont affectées à des ports au niveau du vManage ou bien au niveau des vEdge. C'est juste des adresses IP qui permettent d'identifier un device au niveau de l'infrastructure SD-WAN. La prochaine étape consiste à récupérer la liste des espaces de travail ou rooms au niveau de Cisco Webex. Pour ce faire, notre code Python va faire une requête HTTP GET au niveau de l'API de Cisco Webex qui se trouve à l'adresse webexapis.com/v1/rooms avec comme en tête le champ Authorization suivi de la chaîne de caractères bearer et d'un token. Pour obtenir ce token, il vous faut un compte développeur au niveau de Cisco Webex. Et enfin, l'API va nous retourner la liste des espaces de travail ou rooms en format JSON. Une fois la liste des espaces de travail retournée, on va faire une recherche au niveau de cette liste pour retourner l'ID de l'espace de travail dont on veut partager le fichier. Et enfin, la dernière étape consiste à partager notre fichier Excel avec les membres de notre équipe. Pour ce faire, notre code Python va émettre une requête HTTP POST à l'adresse webexapi.com/v1/message. L'entête va contenir le même champ d'autorisation qu'on a utilisé tout à l'heure avec le token. Le content type, ça sera du multiplatform data. Alors, c'est le même content type qui est utilisé lorsqu'on valide un formulaire contenant une image ou bien une vidéo ou bien un fichier texte. Alors, le corps de message va contenir du JSON avec les paires de clés valeurs suivantes. Room ID qui va correspondre à l'ID qu'on a récupéré tout à l'heure. Le texte, ça sera le message qu'on va envoyer à nos membres d'équipe. Le file, ça sera le fichier device.xlsx et qui va être converti en binaire. Pour ce projet, on va travailler dans un environnement Windows. Normalement, il faut se placer au niveau de notre dossier de travail et exécuter la commande Python suivi du nom du fichier à exécuter. Alors, pour éviter cette manipulation, on va ajouter le chemin vers notre dossier de travail au niveau de la variable d'environnement path. Et de ce fait, on pourra utiliser la ligne de commande et taper directement la commande SD-WAN Inventory suivi de l'adresse IP du vManage, suivi du nom d'utilisateur à utiliser, du mot de passe, de l'espace de travail à utiliser et du Webex token. Alors, toutes les informations placées après la commande SD-WAN Inventory sont des arguments pour notre fichier Python qu'on va récupérer. Et du coup, pour résumer, on va récupérer le nom d'utilisateur et le mot de passe placés en argument pour nous authentifier auprès du vManage qui va se trouver à l'adresse 10.10.20.90. Le vManage va nous retourner un JSession ID. Ensuite, comme on l'a vu, on va utiliser le JSession ID pour faire une nouvelle requête afin de récupérer un token. Et finalement, on va utiliser le JSession ID et le token pour récupérer la liste des devices. Une fois la liste des devices récupérée, on va renseigner les informations dans un fichier Excel qu'on va nommer device.xlsx. Ensuite, on va faire une requête au niveau de Cisco Webex pour récupérer la liste des espaces de travail en utilisant bien sûr le Webex token qui a été passé en argument. Ensuite, on va faire une recherche au niveau de l'ensemble des espaces de travail qu'on a reçus pour récupérer l'ID de l'espace de travail qui correspond à celui qui a été passé en argument. Ensuite, on va partager la liste des devices SD-WAN à nos membres d'équipe en utilisant la combinaison Room ID, Webex token, device.xlsx et un message de bonjour. Concernant l'organisation de nos dossiers de travail, on va commencer par créer un environnement virtuel Python qu'on va appeler myenv et qui va nous permettre d'isoler les paquets qu'on va installer avec Python. Le fichier Authentification va contenir l'ensemble des codes qui vont nous permettre de nous authentifier auprès du vManage. Le fichier partagé va nous permettre de partager la liste des devices au niveau de notre espace de travail Webex. Le fichier récupéré va nous permettre de récupérer l'ensemble des devices SD-WAN au niveau du vManage, mais aussi de récupérer l'ensemble des espaces de travail au niveau de mon compte Cisco Webex.
Le fichier récupérer et partager va appeler les fichiers partagés et récupérés. Le fichier requirement.txt va contenir l'ensemble des paquets à installer. Et enfin, le fichier SD1 Inventory est le fichier principal de notre projet de travail et va permettre de définir des arguments, mais aussi d'appeler le fichier récupérer et partager. On va d'abord commencer par éditer notre fichier requirement.txt. On va installer 3 modules. Le premier module est le module request qui permet de faire des requêtes HTTP au niveau des API. Le second module, ça sera le XLS Writer qui va nous permettre de créer un fichier Excel. Et le troisième module, c'est Request Tool Build qui va nous permettre d'uploader notre fichier au niveau de Cisco WebEx. Ensuite, je vais ouvrir le terminal Git Bash. Je vais saisir la commande python-m venv suivi du nom de l'environnement virtuel que je vais nommer myenv. Ceci va me permettre de créer un environnement virtuel myenv dans lequel je vais installer l'ensemble des modules. Une fois l'environnement créé, je vais me placer au niveau de l'environnement virtuel en l'activant. On voit que le terminal a changé. Maintenant, je vais saisir la commande pip install-r requirement.txt pour installer l'ensemble des modules qui se trouvent au niveau du fichier requirement.txt. Ensuite, je vais vérifier que l'ensemble des modules ont été installés correctement. Je vais saisir la commande pip list. On voit que XLS Writer a été créé, ainsi que Request et Request Tool Build. Ensuite, je vais faire Windows plus R 6dm.cpl. Je vais me rendre dans les propriétés système de ma machine, ensuite dans Paramètres système avancés, variable d'environnement, et je vais ajouter le chemin vers mon code au niveau de la variable path. Ensuite, je valide tout et on peut retourner au niveau de Visual Studio et on va éditer le premier fichier Python qui sera SD1 Inventory. L'objectif en gros est de pouvoir saisir la commande SD1 Inventory suivie de l'adresse IP du vManage, du nom d'utilisateur, du mot de passe, de l'espace de travail et du WebEx token. Alors SD1 Inventory, c'est le nom du script Python. Tous les autres, c'est des arguments. Le premier argument, l'adresse IP du vManage, est un argument qui est positionnel. Les autres arguments, c'est des arguments qui sont optionnels. On va utiliser le module argparse qui va nous permettre de créer des arguments positionnels et des arguments optionnels, de définir des arguments qui sont obligatoires et des arguments qui ne sont pas obligatoires mais qui ont des valeurs par défaut. Le module argparse va aussi nous permettre de définir une aide ou bien un mode d'emploi d'utilisation de nos scripts Python. J'ai commencé par importer le module argparse. Ensuite, j'ai instancié un objet de la classe argumentParser qui se trouve au niveau du module argparse. Le constructeur de la classe argumentParser a comme attribut description. Cette description va permettre de définir ce que va faire concrètement notre code Python. Cette description va s'afficher à chaque fois que l'utilisateur va faire une erreur ou bien à chaque fois que l'utilisateur va demander une aide. Ensuite, je crée mon premier argument qui est un argument positionnel et qui sera l'adresse IP du vManage en utilisant la méthode addArgument qui prend en paramètre le nom de l'argument que j'ai nommé vManageIP, mais aussi une aide qui sera affichée à l'utilisateur en cas de besoin. Il y a un troisième paramètre nommé required et sa valeur par défaut est true, donc l'adresse IP est obligatoire. Puis j'ai créé un second argument qui est un argument optionnel, d'où le --username et sa version réduite -u, on peut saisir les deux. Ensuite, j'ai affiché une aide pour l'utilisateur. La valeur par défaut, c'est admin et required égale false. Cet argument n'est pas obligatoire puisqu'elle a une valeur par défaut. Ensuite, j'ai décidé de créer un argument optionnel qui est obligatoire pour le mot de passe. Puis un argument optionnel pas obligatoire pour le numéro de port du vManage avec la valeur par défaut 8443. Ensuite, un argument optionnel obligatoire que j'ai nommé room pour l'espace de travail qu'on va utiliser.
puis un argument optionnel obligatoire pour le WebEx token, et finalement un argument optionnel pas obligatoire pour le nom du fichier qu'on va créer, et sa valeur par défaut est device.xlsx. La dernière commande permet d'appeler la méthode parseArg. Cette méthode permet de créer un namespace, et l'ensemble des arguments qu'on a déclarés au-dessus vont devenir des attributs du namespace. Et ce namespace va être affecté à la variable args, c'est-à-dire qu'on pourra faire args.vmanageIP pour avoir l'adresse IP du vmanage. On pourra faire args.username pour avoir le nom d'utilisateur. Je vais ajouter deux nouvelles commandes et on va vérifier ça tout de suite en ligne de commande. La première commande permet d'afficher le namespace args et la deuxième commande permet d'afficher la valeur de l'attribut vmanageIP. J'ouvre la ligne de commande et je tape la commande sd1 inventory 10.10.20.90 - password Cisco -room test -WebEx token test 2 et ça m'affiche le namespace et l'adresse IP du vmanage. On peut voir aussi les valeurs par défaut pour l'attribut filename et aussi l'attribut port. Alors, je vais d'abord commencer par supprimer les deux commandes que j'ai ajoutées. Ensuite, je vais me rendre au niveau du fichier authentification et je vais ajouter le code suivant. J'ai commencé par importer le module request qu'on a installé et le module 6 qui vient par défaut. Ensuite, j'ai créé la classe authentification avec les attributs username, password, port et vmanageIP. Ensuite, j'ai créé mon constructeur avec comme paramètre le namespace args et j'ai affecté mes attributs username, password, port et vmanageIP avec les attributs correspondants au niveau du namespace args. La prochaine étape consiste à créer la méthode récupérer JSessionID. Alors j'ai commencé par créer la variable URL qui contient l'URL de l'API du vmanage et au niveau de la ressource d'authentification JSecurityCheck. Alors c'est un f-string, c'est-à-dire que les variables self.vmanageIP et self.port vont être remplacées par leur valeur au moment de l'interprétation du code. Ensuite, j'ai créé la variable payload qui est un dictionnaire qui a le même format qu'un JSON avec les clés JUsername et JPassword qui ont les valeurs respectives username et password. Ensuite, je vais faire une requête HTTP POST en utilisant la méthode POST du module request qui prend en paramètre l'URL qu'on a créé un peu plus haut, mais aussi le payload qui est le corps du message. Et le troisième paramètre verify égale false permet d'empêcher la vérification du certificat qui a été retourné par le vmanage. Alors la réponse du vmanage sera affectée à la variable réponse. Et si la réponse contient l'entête setCookie, alors retourne le JSessionID. Je vais rentrer tout de suite dans les détails concernant cette ligne. En réalité, le vmanage va nous retourner une entête nommée setCookie dont la valeur est une chaîne de caractères. Et au niveau de cette chaîne de caractères se trouve notre JSessionID. Le fait d'écrire le code Python response.headers entre brackets setCookie va retourner que la chaîne de caractères. Et le fait d'ajouter split point virgule permet de séparer notre chaîne de caractères en fonction de la position du point virgule en une liste de chaînes de caractères. Et bien sûr, le premier élément de notre liste de chaînes de caractères, c'est le JSessionID. Maintenant qu'on a retourné le JSessionID, si par contre la réponse ne contient pas l'entête setCookie, écrit que l'authentification a échoué, veuillez vérifier vos identifiants et le programme s'interrompt. Et finalement, s'il s'est produit une erreur de type requestException pendant la requête HTTP POST, alors écrit que l'erreur suivante empêche l'exécution du programme en spécifiant la valeur de l'erreur. Ensuite, je vais créer ma deuxième méthode que j'ai nommée récupérer token qui prend en paramètre JSessionID. J'ai créé la variable URL qui pointe toujours vers l'API du vmanage au niveau de la ressource /dataService/client/token. J'ai aussi créé la variable header qui est un dictionnaire et qui a comme clé cookie avec la valeur JSessionID. Ensuite, je vais faire une requête HTTP GET en utilisant la méthode GET du module request qui va prendre en paramètre nos variables URL et headers. Je vais récupérer la réponse du vmanage que je vais mettre dans ma variable réponse. Et si la réponse contient le status code 200, ça veut dire que la requête s'est bien passée, alors retourne le texte qui est contenu dans la réponse et qui va correspondre au token. Par contre, s'il y a un autre code qui a été retourné, écrit que le cookie est invalide, veuillez réessayer. Et puis le programme va s'interrompre.
Et finalement, comme avec la première méthode, s'il y a une erreur qui s'est produite lors de la requête HTTP GET, écrit que l'erreur suivante empêche l'exécution du programme et on affiche l'erreur. Et pour finir, j'ai créé une dernière méthode que j'ai nommée main qui va appeler nos méthodes récupérer JSessionID et récupérer token. Ensuite, va afficher que l'authentification a réussi et va retourner le tuple JSessionID suivi du token. Alors, c'est encore mieux de retourner le tuple que si et seulement si le JSessionID et le token ne sont pas nuls. Prochaine étape, je vais me rendre au niveau du fichier récupéré. Ensuite, je vais importer bien sûr nos modules request et seize, sans oublier la classe authentification qu'on a créée tout à l'heure. Et au niveau du fichier récupéré, j'ai aussi créé la classe récupérée. Ensuite, j'ai créé ma première méthode récupérer device qui prend en paramètre le namespace args. Puis j'ai créé la variable URL qui cette fois-ci cible l'API du vManage au niveau de la ressource /dataservice/device. Ensuite, j'ai créé un objet de la classe authentification dont le constructeur prend en paramètre aussi le namespace args. Et puis, j'ai affecté les variables JSessionID et token aux valeurs du tuple qui sera retourné par la méthode main de la classe authentification. Ensuite, j'ai créé la variable header qui est un dictionnaire avec les paires clés-valeurs suivantes. Content type qui est de type application JSON pour indiquer au vManage qu'il faut retourner du JSON. La clé cookie qui contient notre JSessionID et la clé XSLF token qui contient notre token. Next step, je fais une requête HTTP GET en utilisant la méthode GET du module request qui prend en paramètre notre variable URL mais aussi notre variable headers. Je récupère la réponse du vManage que j'affecte à ma variable response. Je crée la variable device qui va recevoir ma réponse à JSON et plus spécifiquement le contenu de la clé data. Alors, à quoi ressemble la réponse en JSON? La réponse va ressembler à ça. On va recevoir du JSON ou plus précisément en langage Python, un dictionnaire dont la clé data contient une liste de dictionnaires. J'ai mis à l'écran 2 dictionnaires dans la liste et chaque dictionnaire est constitué par un ensemble de paires clés-valeurs. Par exemple, pour le premier dictionnaire, la clé system IP a comme valeur 10.10.10.1. Pour le second dictionnaire, sa valeur est l'adresse IP suivante. J'ai mis 3 points de suspension pour indiquer qu'il y a bien d'autres types de paires de clés-valeurs qui sont disponibles. La variable device va donc contenir une liste de dictionnaires. Et si le contenu de la liste est vide, alors le code Python va écrire « Aucun device n'a été trouvé ». Dans le cas contraire, écrit « Liste des devices récupérés » et retourne la liste des devices. S'il s'est produit une erreur lors de la requête HTTP GET, alors Python va écrire qu'une erreur s'est produite lors de la récupération des informations et va afficher le contenu de l'erreur. La prochaine étape consiste à créer notre deuxième méthode récupérer rooms qui prend en paramètre token pour Webex token, title pour le nom de l'espace de travail. Ensuite, je crée la variable URL qui va pointer vers l'API webexapis.com/v1/rooms. Je crée la variable headers qui est un dictionnaire et qui va contenir la clé authorization et comme valeur notre Webex token. Ensuite, je fais une requête HTTP GET en spécifiant l'URL et bien sûr le headers. Je récupère la réponse au niveau de ma variable réponse. Ensuite, je crée la variable rooms qui va recevoir ma réponse en JSON et plus précisément le contenu de la clé items. Alors, on va voir tout de suite à quoi ressemble le contenu de la réponse en JSON. La réponse de Cisco Webex a à peu près la même morphologie que la réponse de Cisco SD-WAN. On a un dictionnaire dont la clé item a comme valeur une liste d'autres dictionnaires et dans chaque dictionnaire, on a un ensemble de paires clés-valeurs. Par exemple, pour le premier dictionnaire, la clé title a comme valeur SD-WAN et pour le second dictionnaire, la clé title a comme valeur GSDIC. On va publier notre fichier dans l'espace de travail SD-WAN. La variable rooms va contenir une liste de dictionnaires. Je vais parcourir cette liste en utilisant une boucle for. Et s'il y a un dictionnaire dont la clé title va correspondre à notre paramètre title, pour rappel, le paramètre title aura comme valeur la valeur de l'attribut room du namespace args que l'utilisateur va saisir. Si c'est le cas, alors écris espace de travail suivi du nom du title trouvé et retourne l'ID correspondant. Si ce n'est pas le cas, alors écris espace de travail spécifié introuvable et le programme s'interrompt. S'il s'est produit une erreur, alors Python va écrire qu'il est impossible d'établir une connexion avec Webex, suivi du contenu de l'erreur.
La prochaine étape consiste à éditer le fichier partagé et je vais ajouter le code suivant. J'ai d'abord commencé par importer le module request, ensuite le module XLSWriter qui va nous permettre de créer un fichier Excel mais aussi de le modifier. Ensuite, j'ai importé le module request_toolBelt et plus précisément la classe multipart encoder du module request_toolBelt qui va nous permettre de scinder notre fichier Excel en plusieurs parties en binaire afin de pouvoir l'uploader au niveau de Cisco WebEx. Puis j'ai créé la classe partagée. Ensuite, j'ai initialisé les variables FileName, Device, Room ID et WebEx Token. Ensuite, j'ai créé un constructeur qui prend en paramètres Device, Room ID, WebEx Token et FileName. Par défaut, FileName a comme nom device.xlsx. Alors, cette valeur par défaut pour FileName peut être modifiée en spécifiant une valeur au niveau de l'argument optionnel --FileName au niveau du namespace args. Ensuite, j'affecte mes variables Device, Room ID, WebEx Token et FileName aux valeurs des paramètres qui ont été spécifiés. Je crée ma première méthode que j'appelle créer fichier. Les deux lignes suivantes permettent de créer un classeur Excel et une feuille Excel. La première ligne utilise la classe workbook du module XLSWriter qui prend en paramètre le nom du fichier à créer et la deuxième ligne permet de créer une feuille Excel en utilisant la méthode addWorksheet de la classe workbook. Un peu de visuel, je pense, nous aiderait à comprendre ce qui vient de se passer. Comme vous pouvez le voir à l'écran, nos deux dernières lignes vont créer un workbook ou bien un classeur Excel et un worksheet, c'est-à-dire une feuille Excel dans le classeur Excel. Puis je crée ma variable ligne dont sa valeur par défaut est 0. Ensuite, je crée une liste de chaînes de caractères que j'appelle première ligne avec les valeurs suivantes: System IP, Site ID, Device Model, Status and Board Serial. Ensuite, je parcours ma liste de chaînes de caractères et à chaque itération, j'affecte l'index et la chaîne de caractères correspondant aux variables colonnes et attributs. Puis j'utilise la méthode write de la classe worksheet qui prend en paramètres ligne, colonne et attributs pour écrire au niveau de la ligne 0, au niveau des colonnes qui vont aller de 0 à 4, les attributs correspondant aux chaînes de caractères qui sont contenus au niveau de ma liste de chaînes de caractères première ligne. Je pense qu'un peu de visuel ne nous fera pas de mal. La variable première ligne contient les chaînes de caractères System IP, Site ID, Device Model, Status and Board Serial. Le fait de faire enumerate première ligne va permettre de créer les tuples suivants. Pour chaque tuple, on va avoir l'index et la chaîne de caractères associés. Par exemple, pour System IP, on va avoir 0 et System IP. Pour Site ID, on va avoir 1 et Site ID. Pour Device Model, 2 et Device Model, etc. Du coup, le fait de faire une boucle for colonne virgule attribut in enumerate première ligne va permettre d'affecter nos tuples aux valeurs colonne et attribut. Lors de la première itération, la valeur de colonne ça sera 0 et pour attribut ça sera System IP. Lors de la deuxième itération, colonne égale 1 et attribut égale Site ID, etc. Et donc logiquement, la méthode write de la classe worksheet va recevoir comme paramètre lors de la première itération ligne égale 0, colonne égale 0 et attribut égale System IP. Ceci va permettre d'écrire au niveau de la première cellule la valeur System IP. Et donc vous l'aurez compris, au niveau de la deuxième itération, ligne va toujours être égale à 0 puisqu'on ne l'incrémente pas, colonne va être égale à 1 et attribut va être égal à Site ID. Ceci va permettre d'écrire au niveau de la ligne 0 et de la colonne 1 la valeur Site ID. Next step, j'affecte la valeur 1 à ma variable ligne. Ensuite, je vais parcourir ma liste des devices qui est une liste de dictionnaires. Donc à chaque itération, la variable device va recevoir un dictionnaire donné. Ensuite, les deux prochaines lignes, c'est exactement les mêmes lignes qu'on a vues tout à l'heure, sauf que maintenant attribut est remplacé par device entre brackets attribut. On n'affiche plus l'attribut, mais la valeur de l'attribut. Par exemple, pour System IP, on peut avoir 10.10.10.1. Une fois ces informations affichées, je vais incrémenter ma variable ligne de 1, c'est-à-dire qu'il y aura autant de lignes qu'il y a de devices au niveau de ma liste de devices. Une fois la liste de devices terminée, je ferme mon fichier et j'affiche le message fichier suivi du nom du fichier créé. La prochaine étape consiste à créer ma deuxième méthode que j'ai nommée upload to WebEx. Alors la première variable que je déclare est la variable URL qui pointe vers webexapi.com/v1/message.js.
Next, je crée la variable donnée qui est un objet de la classe multipart encoder. Alors la classe multipart encoder permet d'envoyer des requêtes de type multipart/formData. C'est exactement les mêmes informations qui sont envoyées lorsqu'on valide un formulaire contenant des fichiers. Le constructeur de la classe multipart encoder prend en paramètre du JSON avec les paires clés valeurs suivantes. On peut dire que chaque clé est un champ de notre formulaire. On a roomID avec la valeur self.roomID. On a le texte qu'il faut envoyer. Ici, j'ai renseigné 6 juin la liste des devices SD1. Ensuite, on a la clé file qui prend un tuple et ce tuple comprend le nom du fichier, le fichier en binaire et le type de fichier. Dans notre cas, ça sera un fichier Excel. Ensuite, je crée ma variable headers qui est aussi un JSON avec les paires clés valeurs suivantes. Authorization qui va contenir notre WebEx token et content type qui va contenir le type de contenu qu'on va envoyer à notre serveur. Et finalement, on va faire une requête HTTP POST en utilisant la méthode POST du module request qui prend en paramètre l'URL vers notre API, les données à envoyer et bien sûr l'entête. Si tout s'est bien passé, le code va afficher partage des informations réussies. S'il y a une erreur, on va afficher l'erreur comme d'habitude. Alors pour terminer, je vais ajouter le paramètre auto avec la valeur par défaut true au niveau de mon constructeur. Ceci va me permettre d'exécuter automatiquement les méthodes créer fichier et upload to WebEx. Après, c'est ma manière de procéder, la vôtre peut être différente. Voilà à peu près à quoi pourrait ressembler notre méthode upload to WebEx en format HTML CSS. On aura un champ pour saisir le room ID ou bien ça sera généré automatiquement. On aura un champ pour saisir du texte. On aura un bouton pour uploader le fichier device.xlsx et bien sûr un bouton pour valider le formulaire. Prochaine étape, je vais me rendre au niveau du fichier récupérer et partager. Je vais commencer par importer mes classes partager et récupérer. Je vais créer la classe récupérer et partager. Puis je vais initialiser mes variables device, WebEx token, room ID et file name. Ensuite, je vais créer mon constructeur qui va prendre en paramètre le namespace args. Je vais affecter à ma variable WebEx token la chaîne de caractères bearer suivie d'espace suivie du WebEx token. C'est comme ça que l'API de Cisco WebEx veut que le token soit structuré. Ensuite, je vais affecter à ma variable filename la valeur de l'attribut filename du namespace args qui par défaut est device.xlsx, mais l'utilisateur peut choisir de le modifier. Next step, je crée ma première méthode que j'appelle récupérer qui prend en paramètre le namespace arg. Ensuite, je crée un objet de la classe récupérer que j'appelle recup et qui va me permettre d'affecter à mes variables device la liste des devices qui sont retournés par la méthode récupérer device et à ma variable room ID l'ID de l'espace de travail qu'on va utiliser qui est retourné par la méthode récupérer rooms. Ensuite, je crée ma dernière méthode que j'appelle share qui va appeler le constructeur de la classe partagée qui, comme on l'a vu, prend en paramètre la liste des devices, le room ID, le WebEx token, mais aussi le nom du fichier. Alors, je vais reprendre la même logique que tout à l'heure. Je vais ajouter le paramètre auto au niveau de mon constructeur avec comme valeur par défaut true. Ceci va me permettre d'exécuter automatiquement les méthodes récupérer et share. Alors, dernière étape, je vais me rendre au niveau du fichier SD1 Inventory. Alors, je vais importer la classe récupérer et partager. Ensuite, je vais appeler le constructeur de la classe récupérer et partager qui prend en paramètre bien sûr le namespace args. Alors, j'ai reformaté mon code pour pouvoir l'uploader plus tard sur GitHub. J'ai enregistré l'ensemble des configurations, puis j'ai exécuté la commande SD1 Inventory et il se trouve qu'il y a une erreur au niveau du fichier partagé. Lorsqu'on écrit fichier suivi du nom du fichier créé au niveau de la méthode créer fichier, il suffit juste de remplacer le N de l'attribut filename par un N majuscule. Bien sûr, je vous mets en description l'intégralité du code. Ensuite, je vais me rendre dans developerwebex.com. Je me suis déjà authentifié. Ensuite, je vais cliquer sur documentation, puis dans Getting Started et je vais copier mon WebEx token. Ensuite, je vais me rendre dans teams.webex.com. Puis, je vais m'authentifier. Et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà créé l'espace de travail SD1 et pour le moment, il n'y a aucun message.
Alors maintenant, je vais ouvrir l'invite de commande en mode administrateur. Puis je vais me rendre au niveau du dossier de mon environnement virtuel nommé MyEnv. Ensuite dans le dossier script. Et puis je vais exécuter le fichier activate.bat qui va me permettre de me positionner au niveau de mon environnement virtuel. Ensuite, je vais exécuter la commande sd1 inventory suivi de 10.10.20.90 -- password suivi du mot de passe -- room suivi de sd1 -- webex token suivi du token. Alors, Python nous envoie des avertissements concernant la vérification du certificat du vManage. Alors, c'est pas tellement grave à un environnement de test, on a choisi de le désactiver au niveau du code. Le programme s'est déroulé sans problème, comme on peut le voir au niveau du dernier message affiché, partage des informations réussies. On va tout de suite retourner au niveau de Cisco WebEx. On peut voir qu'un fichier vient d'être uploadé nommé device.xlsx avec le message ci joint la liste des devices SD1. Je vais donc le télécharger. Et voilà, on a notre fichier device.xlsx avec toutes les informations qu'on a décidé d'afficher.